Martin Vanzal, c'est à toi. De quoi parle-t-on maintenant pendant une demi-heure avec tes invités? Bonjour à toutes et à tous. Merci Marc-Lionel Gâteau. Eh bien, aujourd'hui, on va à présent parler des usines résilientes. Quels apprentissages, quelle réorganisation industrielle suite à la Covid-19. Pour en parler, nous avons normalement 6 entrepreneurs qui sont avec nous. Je vais rapidement les présenter. En même temps, je vais faire l'appel. Vous voyez, c'est du direct. Alors, Mourad Amara, le dirigeant de Protecto, est-ce que vous êtes là? Alors, apparemment pas. Donc, on va enchaîner avec les autres. Mourad nous rejoindra sans doute un petit peu après. Adrien Spécy, j'ai vu que vous étiez là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Horstil. Horstil, c'est une société qui est basée à Caen, c'est dans les Alpes-Maritimes. Votre activité historique, c'est la fabrication française d'éclairage LED. Et vous vous êtes réorienté pendant la crise dans la production de protection en plexiglas et de distributeurs de gel hydroalcoolique. On va voir avec vous tout à l'heure les conséquences de tout ça. À vos côtés, normalement, il y a aussi Marc Jacobs. Marc, bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG de Molecular Plasma Group, MPG, on va dire peut-être plus facilement. Votre société, elle est basée à Feutz, au Luxembourg. Vous y employez 16 personnes pour travailler sur du revêtement innovant à base de plasma atmosphérique. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. En tout cas, c'est une innovation qui vous sert désormais à réaliser des masques de dernière génération. Je poursuis les présentations avec Kevin Boissier. Kevin, vous êtes toujours là? Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président en charge des relations industrielles de l'IFO. L'IFO, c'est l'Institut français de l'obsolescence. Vous êtes aussi responsable supply chain au sein de l'équipementier Valeo. Merci d'être avec nous pour cette session. Je poursuis les présentations avec Maxime Valax. Vous êtes le dirigeant de la société Solitech. Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Solitech Industries, c'est une entreprise basée à Roquemaure dans le Tarn. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de moules pour l'injection plastique, une technologie qui vous sert désormais à faire des poignées de coude, notamment pour le secteur du médical. Et enfin, je termine ces présentations avec Michel Schwind. Je ne sais pas si c'est un bon orthographe. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai écorché votre nom? Oh, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, ça se prononce comment? Alors, comme vous voulez, Schwind. Schwind, ok. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, merci. Vous êtes le président fondateur de la société Arfitech Areco qui est basée à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Votre groupe est spécialisé dans la conservation des produits frais et la fabrication de systèmes d'humidification. On verra avec vous dans quelques instants que finalement, tout n'est qu'affaire d'agilité. Alors, messieurs, merci déjà d'être avec nous. Pas de dames pour cette table ronde et je le regrette évidemment, comme quoi l'industrie est quand même assez masculine. On va maintenant que je vous ai présenté, entrer dans le vif du sujet. Juste, je fais un dernier appel. Est-ce que monsieur Amara est avec nous? Oui, je suis là. Bonjour, Mourad Amara, dirigeant de Protecto. Merci d'être là. Vous êtes société basée en Arles. Vous êtes fabricant de housse antigel pour les compteurs extérieurs. Vous avez réorienté votre activité dans la fabrication de masques chirurgicaux. Et puisque vous avez la parole, Mourad, on va tout commencer avec vous. Cette première question, et je demanderai à tous les intervenants de réagir, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans la réorganisation de votre production? Vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour à tous. Au mois de mars 2020, lorsqu'on a tous été touchés par ce confinement et cet arrêt brutal de l'économie, on va dire, le développement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Nous sommes une start-up qui avons développé des housses connectées, des housses pour protéger les compteurs, mais aussi détecter les fuites d'eau en temps réel pour les collectivités, les entreprises et particuliers. Ces innovations ont été récompensées par des concours olympiques, par des awards aux États-Unis, par pas mal de labels du ministère de la Transition, l'innovation environnementale. Et au mois de mars, lorsqu'il y a eu ce fameux Covid où tout s'est arrêté, nous étions déjà fabricants, nous avions déjà un atelier de fabrication pour nos housses, donc dans le textile technique. Et donc, vu la problématique d'approvisionnement de masques d'avoir des masques pendant le Covid, le problème des masques, ben, il s'était aperçu avec la région sud, nous avons monté ce projet de réindustrialiser la fabrication du masque chirurgical pour servir au plus grand nombre, à la collectivité, parce que importer des masques de Chine, c'était très compliqué pour l'État, pour les collectivités et pour aussi les petits producteurs. Et donc, l'idée pertinente, c'était de réindustrialiser la fabrication du masque sur notre territoire et pouvoir avoir un circuit court, un circuit plus rapide d'approvisionnement et aussi développer une industrie qui avait disparu sur notre territoire. Grâce à la fabrication de masques, ça a permis de créer à peu près une douzaine d'emplois. Et depuis un an, nous développons ça, nous avons une ligne de production. Et par contre, nous nous sommes positionnés
en face de tous ces masques importés, que ce soit chinois, Bangladesh, Vietnam. Vraiment, nous tapons sur le message en France et aussi en Europe, parce qu'on a des commandes qui viennent d'Europe, pour leur dire l'importance de réindustrialiser certains produits qui sont très importants, surtout on l'a vu avec cette période Covid, et qui vraiment est bénéfique pour l'économie et pour l'industrie, pour l'emploi, pour le social, pour tout ça. Et donc on s'est orienté, on a répondu à l'appel du président, on a eu les félicitations de M. Macron et de pas mal d'autres entités. Et avec la région Sud, on a réussi ce pari de réindustrialiser la fabrication de masques. Et nous sommes à peu près de 1 million de masques distribués. Mais par contre, nous avons focalisé sur vraiment la certification par des laboratoires français. Nos fournisseurs sont français. Nous avons des masques 100% français, Made in France. On est très sollicités et même maintenant, les groupes asiatiques s'intéressent à notre production Made in France parce que nous avons été vraiment très loin dans la labellisation, entre guillemets, du masque Made in France et du savoir-faire français. Et donc, le pari de réindustrialisation, vu la période Covid, grâce au Covid, on s'est un peu réveillé et ne pas se retrouver toujours à genoux et dépendant des pays étrangers, on a réussi ce pari de réindustrialiser le masque chirurgical et nous avons beaucoup de soutien, même par des citoyens, des particuliers, que ce soit en Belgique, en Bulgarie, même en Espagne, qui se tournent vers notre production parce qu'ils ont la confiance, ils ont la garantie d'avoir des vrais masques chirurgicaux, parce que dans ce domaine-là, vous avez énormément de masques qui sont sur le marché. Bon, souvent des masques importés qui coûtent 4 francs 6 sous, excusez-moi du terme, mais qui ne répondent pas du tout aux normes de nos laboratoires français. Et donc, cette labellisation, cette certification a été vraiment… Mourad, je vous coupe la parole parce qu'on va laisser les autres aussi répondre, mais on reviendra avec vous tout à l'heure sur votre témoignage si vous êtes d'accord. Je suis désolé, mais on va poursuivre. Vous êtes assez nombreux, hein, c'est pour ça que je me permets de couper un petit peu. Adrien, je vous passe le micro à présent. Donc, j'ai rappelé que vous aviez réorienté votre activité de fabrication historique d'éclairage LED dans la protection de systèmes en plexiglas et de gel hydroalcoolique. Alors, je vous repose aussi la question, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce processus de résilience que vous avez mis en œuvre? Alors, écoutez, tout à fait, hein, la décision s'est prise finalement en 3 jours, une fois que le confinement avait été prononcé, suite à un besoin d'un ami à moi, qui est membre du club d'entreprise que je dirige, qui est pharmacien. Et il m'a dit, on a besoin de quelques plaques de plexiglas. De quelques plaques, c'est passé à peu près à 20 000 qui ont été sorties sur une période de 3 mois. Le plus compliqué qui a été de faire, ça a été de convaincre finalement nos équipes de pouvoir réorienter et de leur montrer qu'ils avaient la capacité de le faire. Aujourd'hui, on est une structure, en effet, qui a 35 ans d'âge, quand on prend la globalité du groupe créé par mon père. Cette structure-là, aujourd'hui, comprend à peu près 50% de personnel qui ont pratiquement à 5 ans de la retraite et 50% de jeunes qui sont rentrés il y a moins de 3 ans. Et ça a été d'organiser ces équipes-là. Et aujourd'hui, on s'est tous mis ensemble. On a pris une décision en 48 heures. Et cette force nous a permis finalement d'être, au départ, se retrouver à continuer notre activité et puis surtout à montrer à nos équipes et à nos collaborateurs qu'on était capable de monter un site internet de vente en ligne, de générer du chiffre d'affaires et surtout de créer de la croissance. Et ça nous amène aujourd'hui à avoir une réorientation complète de notre marché puisqu'on a depuis maintenant 4 mois décidé de changer complètement le modèle de l'entreprise et de travailler encore plus en circuit court pour être au plus proche de la clientèle. D'accord. Donc finalement, c'est l'aspect collectif qui vous a permis de passer cette crise. C'est tous ensemble, on y a réussi. Voilà. Ça a été vraiment de se mettre tous ensemble, de faire des réunions. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'on ne savait pas du tout finalement ce qu'était ce virus. Donc, nos collaborateurs n'avaient ni masque, ni protection à ce moment-là. Donc, on avait tous fait les visières, on avait des imprimantes 3D, donc on s'est équipé aussi. On a fait un petit peu comme ça a été perçu par tous les services hospitaliers il y a 1 an. Hein. Donc, nous aussi, on était en plein questionnement. Et par contre, ça a été une force parce qu'aucun de nos collaborateurs n'a été absent. Et aujourd'hui, en 1 an, on a seulement 2 collaborateurs qui ont été absents 1 semaine pour cause de Covid. Et aujourd'hui, finalement, nos équipes sont toujours là et on est encore plus soudés qu'avant. Et je trouve que de cette problématique mondiale, ça a resserré nos équipes et ça nous a montré qu'on sera encore plus forts tous unis demain. Et c'est ça, finalement, la force aujourd'hui d'avoir amené cette remise en question.
Aujourd'hui, clairement, on a arrêté les distributeurs de gel, on a arrêté les plexis, on a encore un peu de stock, donc on liquide ce qu'on a à faire. On s'est réorienté sur nos marchés, mais sur nos marchés avec une vision différente. Et ça, je crois que c'est ça la force finalement de PME comme la nôtre, c'est qu'on est plus fort unis, on est plus fort en se posant ces bonnes questions. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est de se dire que tous les collaborateurs qui rentrent dans notre entreprise doivent proposer et doivent amener des solutions eux-mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment génial en 2021 parce que quand on parlait encore de télétravail il y a un an, même moi, j'acceptais pas cette situation-là. Et aujourd'hui, finalement, d'avoir cette possibilité que chaque personne peut réfléchir dans son coin, chaque personne a le temps de travailler, ça amène vraiment quelque chose de génial au niveau de nos équipes et encore plus quand c'est produit en France, pour reprendre ce que disait tout à l'heure l'intervenant qui est arrivé avant moi. Aujourd'hui, voilà, on est Origine France garantie, on est entreprise du patrimoine vivant, on fait notre savoir-faire et c'est la French Tech française et c'est l'entreprise industrielle française qui doit être en avant avec cette crise-là. Très bien, merci pour ce témoignage. Maxime Balax, je rappelle que vous-même, vous êtes dirigeant de la société Solitech Industrie dans le Tarn. On vient de voir ce qui vient d'être dit par Adrien Spessy qui a parlé d'une vraie remise en cause de la production. Comment ça s'est passé pour vous cette année finalement? Alors nous, déjà, il faut savoir qu'on était quand même un acteur assez important dans le domaine aéronautique. On avait 60% de notre chiffre d'affaires qui gravitait autour de ce secteur. Donc, dès qu'il y a eu l'annonce du confinement, il y a eu un frein brutal de notre activité. Alors, ce qui a fait la force de notre rebond, alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a l'humain, encore une fois, et je rebondis sur ce que vient de dire l'intervenant. C'est le collectif et l'état d'esprit, la culture d'entreprise que j'avais mis en place avec ma philosophie de vie depuis le rachat que j'avais opéré en 2015-2016 et la stratégie également de lancement de la diversification et de l'ouverture en fait à une nouvelle approche marché par le service. Donc encore une fois, quand on dit service, on remet l'humain au centre de tout. Et donc effectivement, quand on a eu l'arrêt brutal de ce marché-là, on s'est remis en question, on a dit qu'est-ce qu'on est capable de faire, où c'est qu'on voulait aller et où sur lequel on ne prenait pas le temps de le faire parce qu'on était dans la vie économique de tous les jours, hein, un peu la tête dans le guidon. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec notre savoir-faire en activité. Et c'est là où on a créé un produit pour lutter contre le Covid et se donner un peu du sens à notre vie à ce moment-là. Et on a réussi en fait en 6 semaines à créer, à développer un produit, à déposer un brevet, à créer une marque, à créer un site de vente en ligne et à lancer la distribution et l'industrialisation d'un produit. Qui sont des poignées de coude. C'est ça. Mais en fait, sans parler du produit même, on s'est prouvé à nous-mêmes et du coup, on a prouvé à nos clients, et ce qui a accéléré le rebond derrière, qu'on était capable de gérer de la prestation complète, de l'imagination à quelque chose, d'un sujet imaginaire à quelque chose de concret, industrialisé et distribué en un espace de 6 semaines avec la création d'un site de vente en ligne. Voilà, donc en développant aussi des partenariats clés au niveau du local. Ce qui fait aussi la force d'un industriel, c'est quand il peut s'appuyer sur des partenaires qui ont des compétences particulières dans son réseau. Et on voit que c'est ce réseau avec une culture et une vision de la vie qui permet de soulever des montagnes. Et donc, du coup, ce projet nous a donné un gros coup de boost dans la réorientation de l'entreprise. Sujet qu'on voulait faire depuis des années, mais qu'on ne prenait pas le temps ou l'initiative de le faire. On s'est dit, ben, ça a fonctionné. On a vu que c'était porteur. On a vu qu'on avait l'intérêt des marchés et des clients qui étaient surpris par cette capacité à s'adapter et à être résilient. Et voilà, on continue dans cette démarche en ouvrant, en rechangeant un peu tout le levier de communication d'entreprise au travers de cette volonté d'accompagner des clients, des startups avec notre expertise industrielle pour pouvoir porter des projets qui aujourd'hui sont très difficiles d'accès au travers d'industriels qui sont dans des lignes de process bien créés et qui ne prennent pas le temps ou n'ont pas la curiosité d'ouvrir leur écoute déjà. Donc voilà, c'est ce projet, on va dire, de poignée de coude pour lutter contre le Covid qui nous a vraiment permis de prendre confiance en nous en termes d'industriels et d'équipes d'entreprise pour rebondir. Donc en gros, ça se traduit par un chiffre d'affaires maintenu à l'équilibre alors qu'on était 60% héros en 2019. Voilà. Donc, un beau pivotage, en tout cas, bravo. Marc Jacobs, je rappelle que vous-même, vous êtes le PDG de la société Molecular Plasma Group. Vous aussi, vous avez été obligé de vous réorienter. En tout cas, vous l'avez fait, vous avez produit de nouvelles innovations dans le cadre de cette crise Covid.
Oui, tout à fait. Et donc, nous, tout d'abord, peut-être deux mots sur la société. Sur Molecular Plasma Group, on a une technologie plasma qui permet de créer des coatings très, très fins de nature organique sur n'importe quel substrat. Et donc, notre marché principal, c'était je dirais, était dans l'automobile, l'aéronautique, des problématiques d'adhésion, préparation de surfaces très inertes, ce genre d'applications. Et comme beaucoup d'entre nous, début 2020, pas mal de ces industries ont souffert énormément. Et donc moi, même question, qu'est-ce que je fais, comment on peut contribuer? Et l'essentiel de notre technologie est qu'on sait fonctionnaliser des surfaces avec une chimie organique. Donc c'est là que je me suis dit, mais et si on serait capable de greffer une fonction virucidale sur des vêtements de protection? Est-ce que ça vaut quelque chose? Et donc, je suis allé discuter avec des hôpitaux et qui montraient un intérêt immédiat. Ils disaient, si ça ne coûte pas trop cher, on le veut maintenant, tout de suite, s'il te plaît. Et c'est là-dessus qu'on a... Mais ce n'était qu'une idée, pas plus que ça. Et donc, là-dessus, on a démarré un programme de développement très, très, très poussé. Et justement, M. Amaro, on est un peu dans le même métier. Là, donc, nous, on ne fait pas les masques, mais on a développé une technologie qui permet de mettre une couche virucide sur par exemple, l'extérieur du masque, à un prix hyper compétitif. Et donc, on était de idée jusqu'à industrialisation en 11 mois. Et donc, nous, on a développé la technologie, les machines qui traitent le non-tissé avec, je peux dire, un produit chimique entre parenthèses, parce que c'est simplement de l'acide citrique. Donc, c'est un ingrédient alimentaire qui fait la fonction virucide. Donc il n'y a pas de question à se poser sur la sécurité ou quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs équipements dans le marché, au Luxembourg, en Belgique. Et les produits commencent à aller dans le marché. Et donc tout d'abord ça. Mais pour nous, donc c'était vraiment un pivot de monde industriel vers le monde médical avec tous ces défis, les réglementations, tout ce qui vient avec. Et donc, je dirais qu'on a réussi et en faisant, on a même doublé notre effectif ces derniers 12 mois pour réaliser cet objectif. Très bien, merci pour ce premier témoignage en tout cas. On va poursuivre avec Michel Zwind. Donc, je rappelle que vous êtes le président fondateur de la société Arfitec Areco. On a beaucoup vu les témoignages précédents sur finalement de la réorientation d'activité. Est-ce que ça a été également le cas en ce qui vous concerne? Alors, partiellement, mais on a très vite, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de rester actif. Donc ça, je rejoins ce qui a été dit précédemment. On a privilégié la présence terrain auprès de nos clients, ce qui nous a conduit effectivement à développer des solutions de distributeurs de gel, de produits de protection de TPE pour les terminaux de paiement, mais qui est resté une activité assez marginale finalement. Parce que voilà, nos clients ont très vite eu une activité qui a quand même repris. Et le plus important pour nous, ça a été vraiment de rester auprès des clients. Et le deuxième point, ça a été de convaincre les équipes d'aller chez nos clients. Parce qu'en fait, on a une cinquantaine de techniciens sur la route qui visitent des clients. Et au début, ce n'était pas évident. Voilà, entre ceux du bureau qui télétravaillaient et ceux qui étaient sur la route, qui étaient tous les jours dans des magasins, ça a été un peu difficile, mais bon, ils ont très vite compris qu'en face d'eux, ils avaient des caissières qui, elles, travaillaient et n'avaient pas trop le choix. Donc finalement, on a réussi à les convaincre et à faire en sorte que même on est parti sur des volontaires au début, et puis très vite, quand ceux qui n'étaient pas volontaires ont vu que ça se passait bien, ils ont fini par accepter. Mais ça a été vraiment le point clé et ça a été très, très bien perçu par nos clients parce qu'on a des confrères qui ont complètement arrêté l'activité. Et eux, par contre, quand ils ont repris un mois et demi après, les magasins n'ont pas trop apprécié qu'on les ait laissés tomber. Nous, nos clients, c'est des magasins, grande surface ou petite surface, hein, tout type de magasin. C'est nos principaux clients. Et par contre, au niveau business, entre guillemets, bon, on a eu la chance d'être sur un secteur qui est porteur, qui était l'alimentaire, mais également l'industrie. Enfin, on a eu des bonnes surprises aussi sur l'industrie. Les choses ne se sont pas arrêtées et comme on offre des services à l'opérationnel des entreprises et des magasins, c'est clair qu'on les a accompagnés et on les a suivis. Et je rejoins Adrien, c'est vrai que ça a été une période
où entre le télétravail, entre l'agitation qu'il y a eu sur le développement de nouveaux produits, parce qu'on est parti dans tous les sens pendant quelques temps, c'est vrai que ça a été une période qui, après coup, nous a pas mal soudés. On a fait des webinars aussi au niveau du groupe pour essayer de garder le lien avec des gens qu'on ne voyait plus. On a aussi une particularité, nous, c'est qu'on a des filiales à l'export. On a une filiale aux États-Unis, une en Australie. Et là, ça fait 1 an qu'on ne peut pas aller les voir et on s'est aperçu que finalement, on arrivait à trouver des méthodes de travail et que ça ne se passait pas si mal que ça. Et voilà. Mais ce qu'on retiendra, c'est encore une fois l'humain. Ça, c'est sûr que l'humain a été prépondérant et l'humain aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec nos clients. Très bien. On voit que la relation client, finalement, on n'en avait pas parlé, mais elle est aussi importante. Merci pour ce témoignage. Kevin Boissier, je rappelle que vous êtes le coordinateur Smart Industry Factory au sein du village francophone. Finalement, toutes les réflexions que l'on vient de voir, les témoignages que l'on vient d'entendre, elles peuvent se faire hors Covid, non ? Oui, tout à fait. Et ça a été un des grands enseignements d'ailleurs pour nous. Et c'est un peu, d'ailleurs, le début de la crise Covid est un peu synchronisé avec mon arrivée au sein du village francophone en tant que coordinateur pour Smart Industry, Smart Factory. Et donc, le premier apprentissage qu'on a pu avoir, c'est effectivement l'apprentissage des dépendances et de faire cette analyse de toutes les problématiques autour de l'approvisionnement des matières, puisque lorsqu'il y a eu un petit peu intelligence collective et que les gens ont voulu se lancer dans la fabrication des masques artisanaux, on s'est très vite rendu compte que l'accès à certains élastiques, l'accès à certains tissus devenait de plus en plus problématique et donc conduisait à des schémas d'approvisionnement qu'il fallait réfléchir. Ça se transpose directement à ce qu'a été l'industrie. La première difficulté pour moi de l'industrie, ça a été d'arrêter ces usines, puisqu'il y a quand même une sacrée inertie. Il ne suffit pas simplement de couper l'électricité et de partir et de revenir 3 mois plus tard pour que ça redémarre. Donc ça, c'est pareil. Il a fallu organiser toutes ces choses-là. Et on a pu du coup développer tous les outils du numérique et avoir l'intérêt justement de ces usines connectées pour pouvoir piloter à distance et avoir cette communication individualisée chacun chez nous, mais pour autant assez collective en termes de communication via les webconférences, etc. Et réorganiser, relancer, réfléchir ensemble à la façon dont il fallait repenser l'industrie de demain et la façon dont on allait redémarrer, sur quel produit, avec quelle ambition et avec quelle attente pour les futures années. Donc je pense qu'effectivement, dans notre malheur avec le Covid, il faut qu'on comprenne qu'on en a tiré pas mal d'enseignements et certainement gagné de nombreuses années en industrie du futur. Alors justement, ça va être. Alors, vous avez vu que le timing est très serré, donc j'ai prévu beaucoup de questions, mais on ne pourra malheureusement pas toutes les aborder. J'avais quand même une question importante, qui était un peu une question d'introspection. C'est qu'est-ce que vous a appris cette crise sur votre activité, mais aussi sur vous-même. Alors, je vais faire réagir tous les intervenants. Mourad, on commence avec vous sur cette question. Branchez votre micro, parce que là, on ne vous entend pas. Mourad, voilà, allez-y, on vous entend. En fait, ce qui nous a appris, entre guillemets, grâce au Covid, nous étions complètement à l'opposé de ce qu'on fait maintenant, malgré que ça reste chaud dans l'industrie textile. Ça nous a appris toujours cet ADN qu'on a tous d'entrepreneurs, c'est-à-dire que je ne pensais pas vraiment capable de monter une industrie aussi rapidement. Aussi complexe parce qu'il fallait monter en compétences. Mais le point positif là-dedans, c'est que en fait, on a une énergie en France et en Europe ou ailleurs, mais surtout en France, on a vraiment une énergie à se redéfinir et à toujours trouver des solutions là où il y a des problématiques. Et ça, c'est vraiment, on va dire, l'esprit entrepreneur un peu. On a dans l'innovation, on a cet esprit-là, mais ça nous a permis aussi de se focaliser sur un projet qui, en temps normal, mettrait peut-être 1 an, 2 ans. On l'a monté en 1 mois et demi, avec l'appui de toutes les institutions autour de nous. Et donc, ce Covid nous a permis j'ai appris que j'étais capable de faire beaucoup plus de choses parce qu'on était en période de problématiques économiques et d'activité. Et donc, sans cette problématique, je ne pense pas que j'aurais pas essayé de monter cette industrie.
Très bien, merci pour ce premier témoignage. Alors, même question pour Maxime Valax, par exemple. C'est un peu la même fibre au niveau entreprise, mais ce que ça a permis de découvrir, c'est que c'est révélateur de talent au sein de l'entreprise également. Parce qu'on a beaucoup communiqué sur la volonté de continuer à rester ouvert pour ne pas avoir une rupture dans le service au rapport client, mais aussi dans l'outil industriel. Comme on le disait, on ne peut pas l'arrêter et la redémarrer du jour au lendemain. Donc, une vraie volonté de garder l'outil en ligne et de garder aussi le lien avec les salariés. Ça, c'était vraiment la première philosophie. Après, on s'est dit comment s'occuper en faisant revenir tout le monde à l'entreprise, en créant des rotations. Ça s'est fait naturellement, en fait. C'est chacun, au travers de la culture, comme je disais, et de l'envie, et sont remis en question. Et ça a permis chacun d'apporter un peu sa vision, son idée, et d'embrayer sur un projet commun, et pas un projet qui était piloté, on va dire, par une stratégie d'entreprise ou par la direction. C'est vraiment, ça permet d'être un révélateur de talent aujourd'hui. Et je pense qu'on a retiré les bénéfices en sortie de crise maintenant, et on va en retirer pendant un long moment. Ça a renforcé vraiment les équipes entre les salariés et la direction, mais aussi entre eux. Donc, on voit que là, on a une vraie force pour rebondir. Très bien. Adrien Sfessi, sur cette question. Oui, je crois que, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'était l'union fait la force. Et je crois que, comme disait Mourad, on a pu voir que ce qu'on pensait faire en 2-3 ans, on l'a fait en 2-3 mois. Et on a passé un cap. On avait un plafond qu'on n'arrivait pas à passer dans notre structure, qu'on a réussi à passer parce qu'on n'avait pas le choix. On s'était engagé dans une démarche qui était de courir derrière le temps par rapport à cette crise sanitaire. Et finalement, ça a amené qu'aujourd'hui, alors qu'on avait décidé de mettre un stand-by sur nos investissements en machines et autres, d'investir, de demander des plans de relance, de demander plein de choses auprès des différentes institutions pour que finalement on continue à développer notre entreprise. On a recruté 4 personnes depuis l'année dernière en emploi fixe et on va continuer. Et aujourd'hui, on a pris des marchés qui nous faisaient peur jusqu'à présent pour pouvoir maintenant passer, pareil, des caps. Et je crois que cette union de nos salariés, cette rencontre entre la direction, comme on disait, et les équipes, de montrer que finalement, on ne fait qu'un. Parce que si la direction impulse quelque chose qui ne va pas avec les équipes, forcément ça stoppe. Si les équipes veulent faire et qu'on n'écoute pas, ça stoppe aussi. Et là, finalement, cet échange permet d'avancer plus vite avec cette rapidité qui pose aussi souci, parce qu'aujourd'hui, c'est une remise en question auprès de notre structure sur le fait que, comme on a pris l'habitude d'aller vite, et aujourd'hui, on est même plutôt à dire on va freiner un petit peu la machine parce qu'à un moment donné, il faut être sûr de ce qu'on fait. Et je crois que l'avenir, en tout cas de notre entreprise, est de monter en gamme. Et cette montée en gamme permettra de continuer à produire en France et, comme j'ai dit tout à l'heure, à rester dans les labels qui nous permettent aujourd'hui de prouver que l'industrie et la France, ça veut toujours dire quelque chose, alors qu'on est aujourd'hui pas moins d'une quinzaine de collaborateurs à avoir moins de 40 ans et qu'on a recruté des alternants et autres et qu'on est vraiment dans cette lignée-là de dire que l'industrie et la France, ça veut dire quelque chose. Voilà. Michel Schwind, pour rebondir, vous aussi, vous parleriez d'une ambition, quelque part française, qui est arrivée grâce à cette résilience provoquée? Oui, parce qu'en plus, de par nos filiales, on a vu comment ça se passait à l'étranger aussi. Donc, on s'aperçoit qu'en France, on a eu beaucoup de gens qui râlaient un peu de partout. Les Français aiment bien râler. Mais quand on regarde comment ça s'est passé en Australie, où ils ont tout fermé, les gens étaient bloqués pendant des mois, pratiquement 6 mois, on ne pouvait rien faire. Il fallait des périodes de confinement entre 2 États australiens, pareil aux États-Unis. Je trouve qu'en Europe, on a été quand même assez raisonnable. Et je ne dirais pas que la France, mais la France dans l'Europe, en tout cas, a réussi à maintenir une activité et a réussi à faire en sorte que les gens ne sont pas complètement bloqués et on peut continuer à travailler. Nous, en interne, ce qui a été aussi fort par rapport, c'est un peu les mêmes remarques qu'il y a eu précédemment. Alors pour acter ça vers un autre plan, aujourd'hui, ça nous a beaucoup rapprochés, par exemple, de nos instances représentatives des salariés, par exemple le CSE, qui a été vraiment partenaire pendant cette période-là, parce qu'il était vraiment le lien avec les salariés. Il avait la confiance des salariés, donc du coup, on a pu faire beaucoup de choses parce que le CSE nous a aidés. Et du coup, aujourd'hui, on l'implique beaucoup plus dans des décisions stratégiques et parce qu'ils ont acquis en maturité.
nous aussi, on a gagné en confiance, vis-à-vis d'eux. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a rapprochés, qui, sur le long terme, va faire que l'entreprise est plus forte. C'est clair qu'aujourd'hui, les salariés on sent vraiment que les salariés sont derrière l'entreprise. Très bien. Dernière question pour Marc Jacob, et puis on conclura avec Kevin Boissier. Marc Jacob, justement, pour l'avenir, comment ça va se passer pour vous? Est-ce que le redémarrage ne sera pas un problème finalement? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, donc, une leçon qu'on a, pour répondre pour la première question, pour nous, c'était vraiment le réseautage, l'écosystème autour de nous qui nous a permis d'agir si vite et de façon si puissante. Mais ce qu'on a développé pour nous, du coup, est devenu une nouvelle plateforme pour du business futur dans d'autres domaines qui sont similaires, sur d'autres matières, d'autres tissus, des films, etc. Donc non, c'est... oui, ça crée une nouvelle plateforme, un autre pilier d'activité pour nous. Donc, je suis très, très confiant pour le futur. Très bien. Kevin Boissier, on voit bien que finalement, on l'a prise à la chinoise, cette crise. Faire d'une crise une opportunité. On voit les entrepreneurs aujourd'hui, ils sont plus ambitieux. Vous diriez que finalement, on est dans la bonne dynamique? Clairement, hein, on va dire résilience, agilité, intelligence collective. On a su aller chercher les partenaires là où ils étaient, discuter avec d'autres, trouver des solutions. On a rebondi et en plus, on a permis de faire émerger toute la logique numérique autour de ça. L'événement d'aujourd'hui en digital en est la preuve. On n'a plus peur de se connecter derrière un ordinateur et d'utiliser ces outils. Ce sera la force de demain, c'est clairement établi. Très bien, messieurs, on va s'arrêter là car nous avons passé le timing. Merci beaucoup pour tous vos témoignages, pour votre disponibilité et puis pour le dynamisme dont vous faites part. Puisqu'on parle d'usine résilience, eh bien, je vais passer la parole à la réalisation, à la régie, puisqu'on va maintenant avoir des pitchs, 10 meilleures solutions pour des usines résilientes, plus humaines et relocalisées. Évidemment, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci à vous tous pour vos témoignages et je vous dis à très bientôt. Merci.